Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans certaines vies. Quelque chose de silencieux, de presque invisible, que l'on ne remarque pas tout de suite. On se réveille le matin avec cette sensation désagréable dans le ventre, une sorte de nœud froid, comme si l'on avait avalé quelque chose de dur pendant la nuit. On se lève, on prépare le café. Et déjà, avant même que la journée n'ait commencé, on pense à l'autre, à ce qu'il a dit hier, à ce qu'elle n'a pas dit, à ce message qui n'est pas arrivé, à ce regard qui semblait différent. Et cette question, lancinante, qui revient comme une mélodie qu'on ne peut plus arrêter. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement lâcher prise? Ce n'est pas une question de faiblesse. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une question que Christophe André a entendue des centaines de fois dans son cabinet, prononcée avec cette voix particulière, légèrement brisée, de quelqu'un qui commence à comprendre qu'il souffre depuis trop. Longtemps de quelque chose dont personne ne lui a jamais vraiment expliqué la nature profonde. Et voilà ce que cette exploration va tenter de faire, ensemble, avec douceur, mais sans détour. Parce que ce dont il est question ici, c'est peut-être la compétence émotionnelle la plus mal comprise, la plus mal enseignée et pourtant la plus nécessaire de toute une vie adulte, savoir se détacher émotionnellement de quelqu'un. Non pas par froideur, non pas par indifférence, mais par une forme profonde de respect de soi-même et paradoxalement de respect de l'autre. Si l'on reste jusqu'à la fin de cette réflexion, on va comprendre pourquoi ce que l'on croit être de l'amour est parfois une forme d'emprisonnement mutuel. On va comprendre pourquoi le cerveau, livré à lui-même, fabrique de la souffrance avec une efficacité déconcertante. Et surtout, on va recevoir des outils précis, cliniquement fondés, tirés de la pratique psychiatrique et des traditions contemplatives pour commencer à se libérer. Dès aujourd'hui, pas demain, pas quand les conditions seront meilleures. Aujourd'hui. Mais d'abord, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, quelque chose que la plupart des gens ignorent, quelque chose qui change tout quand on le comprend vraiment. Et ce quelque chose, Christophe André a mis des années à l'observer avec précision dans sa pratique clinique. Il sera révélé, mais pas tout de suite. Parce qu'avant de recevoir une réponse, il faut vraiment sentir le poids de la question. Alors voilà une scène ordinaire, une scène qui ressemble peut-être à quelque chose de connu. Une femme, appelons-la Marguerite, 61 ans, retraitée depuis 2 ans. Toute sa vie, elle a été ce que l'on appelle une femme forte. Elle a élevé ses enfants, elle a soutenu son mari dans ses moments difficiles, elle a été présente pour ses amis, pour sa mère vieillissante, pour ses collègues. Elle a donné, énormément. Avec générosité, avec sincérité, avec une forme de fierté tranquille. Et puis un jour, ses enfants ont grandi. Son mari passe ses journées devant son écran. Ses amis sont absorbés par leur propre vie. Et Marguerite se retrouve dans un appartement silencieux qui sent le café froid, à attendre un appel téléphonique qui tarde à venir. Elle vérifie son téléphone, encore et encore. Elle se dit que ce n'est pas grave, que ce n'est pas important, mais dans sa gorge, il y a cette légère constriction, comme un tissu trop serré autour du cou. Et dans ses épaules, ce poids familier qu'elle traîne depuis tellement longtemps qu'elle a cessé de le remarquer. Marguerite n'est pas malheureuse parce qu'elle manque de quelque chose. Marguerite est épuisée parce qu'elle attend constamment quelque chose de l'extérieur pour se sentir bien à l'intérieur. La validation, la présence, la reconnaissance, l'appel, le message, le regard approbateur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette femme, d'une certaine manière, vous ressemble un peu? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo par hasard. Parfois, quelque chose en nous cherche exactement ce dont on a besoin, même quand le mental résiste encore. Et si cette réflexion vous touche déjà, si quelque chose en vous reconnaît ce que Marguerite ressent, prenez un moment pour laisser un commentaire, juste un mot, juste pour dire que vous êtes là. Parce que cette communauté, c'est aussi un espace pour ne plus se sentir seul avec ces questions. Et si vous ne souhaitez pas manquer ce type de partage,
l'abonnement est là, discret et simple, comme un petit geste de bienveillance envers soi-même. Marguerite, donc, elle est venue consulter avec une plainte qui semblait simple en apparence. Elle se disputait souvent avec sa fille aînée, des conflits récurrents, circulaires, épuisants. Sa fille lui reprochait d'être trop présente, trop envahissante, trop demandeuse. Marguerite, elle, se sentait incomprise, rejetée et surtout terriblement coupable. Elle passait ses nuits à rejouer les conversations dans sa tête, à chercher ce qu'elle aurait pu dire différemment, à se demander si elle était une mauvaise mère, une mauvaise personne, une mauvaise quelque chose. Ce que Christophe André a observé en l'écoutant, ce n'était pas une mauvaise mère, c'était une femme qui n'avait jamais appris à exister en dehors du regard de l'autre. Une femme dont l'équilibre émotionnel dépendait entièrement de facteurs qu'elle ne contrôlait pas. Les réactions de sa fille, l'humeur de son mari, les appels de ses amis. Elle avait construit toute son architecture intérieure sur des fondations qui n'étaient pas les siennes. Et quand ces fondations bougeaient, quand l'autre se retirait, elle ne s'effondrait pas brutalement. Elle s'effritait, lentement, silencieusement, comme une falaise qui perd ses pierres une par une. Et maintenant, voilà ce qui est important de comprendre. Ce que vit Marguerite, ce n'est pas une situation exceptionnelle. C'est l'une des formes les plus répandues de souffrance psychologique chez les adultes de 50 ans et plus. Une souffrance que la psychiatrie moderne reconnaît clairement sous différentes formes: dépendance affective, hyperréactivité émotionnelle, besoin chronique de validation externe. Et ce qui est particulièrement insidieux, c'est que cette souffrance est souvent invisible de l'extérieur. Parce que les gens qui en souffrent le plus sont précisément ceux qui ont appris à ne jamais le montrer. Vous fonctionnez, vous gérez. Vous êtes là pour tout le monde. Et pourtant, intérieurement, il y a cette fatigue qui ne disparaît jamais complètement, cette tension dans les mâchoires le soir. Cette légère odeur d'angoisse qui accompagne les matins difficiles. Ce sentiment que quelque chose ne va pas sans pouvoir exactement mettre le doigt dessus. Et si personne ne vous a dit ce qui suit jusqu'à présent, voilà l'heure de l'entendre. Cette fatigue, ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas votre caractère. C'est le résultat d'une manière de fonctionner émotionnellement qui peut être transformée, profondément, durablement, mais seulement si on comprend d'abord pourquoi on fonctionne ainsi. Et c'est là que quelque chose de fondamental entre en jeu. Quelque chose que Christophe André appelle, dans sa pratique, le coût invisible de l'attachement non régulé. Voilà de quoi il s'agit. Quand on s'attache à quelqu'un, que ce soit un enfant, un partenaire, un ami, un parent, quelque chose de fascinant se produit dans le cerveau. Les neurosciences ont montré que les relations affectives significatives activent les mêmes circuits neurologiques que les comportements de survie. L'attachement au sens biologique du terme est un mécanisme de survie. Notre cerveau traite la menace de séparation ou de rejet de la même façon qu'il traite une menace physique. Littéralement, la même zone s'active. La même réponse de stress se déclenche. C'est pour ça qu'un simple message non répondu peut provoquer une journée entière d'anxiété. Ce n'est pas de la fragilité. C'est de la biologie. Mais, et c'est là où tout se joue, cette biologie n'est pas une prison. Elle peut être régulée, elle peut être éduquée, et c'est précisément ce que le détachement émotionnel stratégique permet de faire. Mais attention, et c'est ici que Christophe André tient à être précis parce que ce mot détachement est souvent mal compris. Le détachement émotionnel dont il est question ici n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas l'éloignement. Ce n'est pas la froideur clinique de celui qui a renoncé à aimer. Non, non, non. C'est tout le contraire. Le détachement émotionnel stratégique, c'est la capacité à rester pleinement présent, pleinement aimant, pleinement connecté, tout en ne laissant pas les humeurs, les réactions, les choix et les comportements de l'autre. Dictez votre état intérieur. C'est la différence entre être touché et être emporté, entre ressentir et être submergé,
entre aimer quelqu'un et se dissoudre dans cette personne au point de ne plus savoir où elle finit et où vous commencez. Cette distinction est fondamentale. Et si on la perd de vue, si on confond détachement et indifférence, on passe à côté de quelque chose d'essentiel pour sa santé mentale. Maintenant, voilà quelque chose d'important à dire. Quelque chose qui ressemble peut-être à un paradoxe au premier abord. Les personnes qui souffrent le plus du manque de détachement émotionnel ne sont pas celles qui aiment trop. Ce sont celles qui ont appris, souvent très tôt dans leur vie, que leur valeur dépendait de la réaction des autres, qui ont intégré implicitement que pour être aimées, elles devaient être indispensables, disponibles, irréprochables, et que si l'autre souffrait, si l'autre était en colère, si l'autre se retirait, c'était forcément de leur faute. Ce schéma, Christophe André l'a observé des centaines de fois, et il a une origine. Elle remonte souvent à l'enfance, à des dynamiques familiales où l'approbation parentale était conditionnelle, où l'amour était ressenti comme quelque chose à mériter plutôt que quelque chose à recevoir. Ce n'est pas une accusation envers les parents. Ce sont eux-mêmes, pour la plupart, qui ont été formés de la même façon. C'est une transmission inconsciente, génération après génération, d'une manière d'exister dans la relation qui coûte énormément d'énergie. Et maintenant, la question cruciale. La question que tout le monde évite de se poser vraiment, quel prix payez-vous, concrètement, pour ce mode de fonctionnement? Parce qu'il y a un prix, il est réel, il est mesurable. Et il est souvent bien plus élevé qu'on ne le croit. Il y a d'abord le prix personnel, l'épuisement chronique, cette sensation de n'avoir jamais vraiment récupéré, même après une bonne nuit de sommeil. Cette incapacité à se détendre complètement parce qu'il y a toujours quelque chose à surveiller, à anticiper, à réparer. Des études en psychologie clinique ont montré que les personnes présentant une forte dépendance affective ont un niveau de cortisol, l'hormone du stress, significativement plus élevé que la moyenne. Ce qui signifie que leur corps est littéralement en état d'alerte chronique, comme une armée mobilisée pour une guerre qui ne vient jamais ou qui ne s'arrête jamais. Et puis, il y a le prix relationnel. Et c'est là que ça devient vraiment douloureux à entendre. Quand on vit dans cette réactivité émotionnelle constante, quand on est incapable de se réguler, de lâcher prise, de laisser l'autre exister sans que ça nous écrase, on devient sans le vouloir un fardeau pour ceux qu'on aime le plus. Les enfants qui grandissent avec un parent émotionnellement non régulé apprennent à marcher sur des œufs. Ils apprennent à surveiller l'humeur de ce parent avant d'exprimer la leur. Ils apprennent à taire leurs besoins pour ne pas surcharger quelqu'un qui semble déjà si fragile. Ils deviennent, à leur tour, des adultes qui ne savent pas comment habiter sereinement leurs propres émotions. Oui, c'est difficile à entendre, mais c'est une vérité clinique. Et Christophe André ne partage pas cette vérité pour faire souffrir. Il la partage parce que la comprendre, vraiment peut être le déclic qui change tout. Parce que si l'on ne prend pas le chemin du détachement émotionnel, voilà ce qui risque de se produire, et ce n'est pas une métaphore, c'est un scénario cliniquement documenté, on risque de glisser progressivement vers quelque chose de beaucoup plus sombre. La dépendance affective non traitée, la réactivité émotionnelle chronique, le besoin constant de validation externe, tout cela, avec le temps, si rien ne change, peut conduire à ce que les psychiatres appellent un état dépressif persistant. Ce n'est pas la dépression soudaine et dramatique que l'on imagine. C'est cette grisaille qui s'installe doucement, cette perte graduelle d'intérêt pour les choses qui autrefois donnaient de la joie. Cette fatigue que le sommeil ne répare plus, et cette conviction, de plus en plus solide, que l'on n'a pas vraiment de valeur intrinsèque, que l'on vaut seulement autant que ce que l'on représente pour l'autre. Et soyons très clairs, une fois que ce glissement a eu lieu, une fois que cet état s'est installé profondément, il est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile d'en sortir. Il est possible d'en sortir, absolument. Mais le chemin est plus long, plus exigeant, plus douloureux. Alors voilà la vérité dite directement. Le moment d'apprendre le détachement émotionnel, c'est maintenant, pas quand on est au fond.
Maintenant, pendant qu'on a encore la lucidité et l'énergie de comprendre et de changer. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant, quelque chose dont on parle peu. Et c'est le piège que tend la vie elle-même à ceux qui n'ont pas appris à se détacher. Imaginez, on a passé des années à s'accrocher émotionnellement aux autres, à gérer son état intérieur en fonction de leurs réactions. Et puis un jour, les circonstances changent. L'enfant s'éloigne définitivement, le partenaire part. L'ami disparaît, et là quelque chose de terrible se produit, on réalise que l'on ne sait plus comment exister seul. Que l'on a construit toute son identité autour de ses liens, de ses rôles, de ses dépendances, et qu'en dehors d'eux, il y a un vide que l'on n'a jamais appris à habiter. Ce vide, Christophe André l'a vu dans les yeux de nombreux patients qui arrivaient en consultation après un deuil relationnel majeur. Pas seulement tristes, désorientés. Comme des navigateurs qui se rendent compte que leurs instruments de navigation étaient tous externes et qu'ils n'en ont aucun de propre. C'est la conséquence ultime d'une vie sans détachement émotionnel. On arrive à un moment de sa vie avec le sentiment terrible de n'avoir jamais vraiment vécu pour soi, d'avoir toujours vécu pour l'autre, à travers l'autre, en fonction de l'autre, et de ne plus savoir qui l'on est en dehors de cette relation. Est-ce que vous sentez le poids de ce que cela signifie? Est-ce que quelque chose en vous reconnaît ce risque, même de loin? Alors voici maintenant ce qui est promis. Voici ce que Christophe André a développé, affiné et enseigné au fil de ses années de pratique clinique et de méditation. Les outils concrets du détachement émotionnel stratégique. Non pas comme une liste froide de techniques, mais comme un chemin. Un chemin que l'on parcourt avec bienveillance envers soi-même, avec patience, avec cette sagesse tranquille qui sait que les grandes transformations ne viennent pas d'un coup de force, mais d'une attention constante et douce à ce qui se passe en soi. Et avant d'entrer dans ces outils, voici une histoire vraie, anonymisée comme toujours dans la pratique clinique. Un homme, appelons-le Bernard, 63 ans, ingénieur à la retraite depuis 18 mois. Il est venu consulter avec ce qu'il décrivait lui-même comme une perte de sens. Ses journées lui semblaient vides. Son mariage, bien que stable en apparence, lui semblait distant. Il ne se disputait pas avec sa femme. Il ne souffrait pas de manière aiguë. Mais il y avait cette sensation constante d'être légèrement en dehors de sa propre vie, comme regarder un film à travers une vitre. En l'écoutant, une chose est devenue claire. Bernard avait passé 40 ans à s'identifier entièrement à son rôle professionnel. Sa valeur, son identité, son sentiment d'exister, tout passait par son travail, par la reconnaissance de ses collègues, par les résultats de ses projets. Il était, en quelque sorte, émotionnellement attaché à une image de lui-même qui dépendait entièrement de facteurs extérieurs. Et quand cette image s'était effondrée avec la retraite, il n'avait rien trouvé derrière. Rien. Un désert calme et silencieux. Ce que Christophe André lui a proposé, ce n'était pas de trouver un nouveau rôle, c'était quelque chose de beaucoup plus fondamental, apprendre à exister sans rôle. À trouver une valeur intérieure qui ne dépende pas de la performance, de la reconnaissance ou du regard de l'autre, et Bernard a appris, lentement, avec des résistances, des rechutes, des moments de découragement. Mais il a appris. Et 18 mois plus tard, cet homme, qui entrait dans le cabinet avec ce regard légèrement vide, sortait en disant quelque chose d'inoubliable. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me sens libre. Libre. Non pas parce que sa vie avait radicalement changé en apparence, mais parce que sa manière de se rapporter à lui-même et aux autres avait fondamentalement changé. Et c'est exactement ce que le détachement émotionnel stratégique peut faire. Pas transformer la vie de l'extérieur, transformer la manière dont on l'habite de l'intérieur. Alors voici maintenant le premier outil. Christophe André l'appelle la pratique de l'observation sans fusion. Voilà de quoi il s'agit. La plupart du temps, quand une émotion surgit, une anxiété, une tristesse, une colère, une jalousie, on ne l'observe pas. On la devient, on se fond dedans. L'émotion envahit tout le champ de la conscience
et on n'est plus capable de voir au-delà d'elle, c'est ce que les neuroscientifiques appellent la fusion cognitive et émotionnelle. Et c'est la source de la majorité des réactions excessives, des décisions impulsives, des mots dits sous le coup de l'émotion que l'on regrette ensuite. La pratique de l'observation sans fusion consiste à introduire un espace microscopique entre l'émotion et soi-même, non pas pour l'étouffer, non pas pour la nier, mais pour la regarder. Vraiment la regarder comme on regarderait un nuage traverser le ciel. Voici comment cela se pratique concrètement. La prochaine fois qu'une émotion difficile surgit, plutôt que de dire intérieurement « je suis en colère » ou « je suis anxieuse », essayez de dire « je remarque qu'il y a de la colère » ou « je sens qu'il y a de l'anxiété ». Ce simple changement grammatical, qui peut sembler anecdotique, est en réalité une révolution neurologique. Il crée une distance entre le « je », le sujet conscient, et l'émotion, qui redevient ce qu'elle est, une expérience passagère et non une vérité permanente sur qui vous êtes. Et avec le corps, ça donne quoi? On peut même aller plus loin. On peut se demander « où est-ce que je sens ça dans mon corps? Est-ce une chaleur dans la gorge? Une pression dans le sternum? Une tension dans les épaules? Comme deux mains qui compriment doucement les trapèzes. On localise, on observe, et déjà quelque chose se détend. Pas complètement, mais un peu. Et ce un peu est le début de tout. Voilà maintenant le deuxième outil. Christophe André le nomme l'ancrage dans le moment présent comme antidote à la rumination. La rumination, c'est le mode par défaut du cerveau d'une personne qui n'a pas appris le détachement. C'est cette tendance à rejouer inlassablement les conversations passées, à anticiper les conflits futurs, à analyser à l'infini les comportements de l'autre en cherchant des significations cachées. Et la rumination, c'est épuisant. Christophe André le dit souvent à ses patients, la rumination est l'équivalent mental d'un moteur tournant à plein régime dans un garage fermé. Ça consomme beaucoup, ça ne va nulle part. Et ça finit par intoxiquer. L'antidote à la rumination, c'est le moment présent. Et non, cela ne veut pas dire penser à des choses agréables ou se distraire. Cela veut dire revenir, physiquement, sensoriellement, à ce qui est là maintenant. Voici un exercice simple que l'on peut faire n'importe où, à n'importe quel moment, en quelques minutes. On pose les mains à plat sur une surface, une table, ses genoux, et on sent la température de cette surface. Est-ce chaud? Légèrement frais? On sent la texture. Lisse, rugueuse, on entend les sons autour de soi. Pas pour les analyser, juste pour les laisser être là. Le bruit de la rue, le son d'un réfrigérateur, le chant d'un oiseau, et on respire, lentement. En sentant l'air entrer par les narines, légèrement plus frais à l'inspiration, légèrement plus chaud à l'expiration. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Cette pratique active le système nerveux parasympathique, celui qui contrôle la réponse de calme et de récupération du corps. Elle interrompt littéralement le cycle de la rumination en ramenant le cerveau à des données sensorielles concrètes qui ne peuvent être traitées que dans le présent. Et si l'on fait ça régulièrement, quelques fois par jour, même pendant 1 ou 2 minutes, les études montrent que la réactivité émotionnelle diminue de façon mesurable en quelques semaines. Quelques semaines, pas quelques années. Voici maintenant quelque chose d'important. Une question que beaucoup de gens se posent, mais n'osent pas vraiment formuler. Est-ce que se détacher de quelqu'un signifie qu'on l'aime moins? Christophe André a entendu cette question des dizaines de fois. Et la réponse est non. Profondément, clairement non. Mieux dit chaud, c'est souvent l'inverse. Quand on se détache émotionnellement, au sens stratégique du terme, on aime de façon plus libre, plus généreuse, plus saine. Parce qu'on n'aime plus par besoin, on n'aime plus pour combler un vide. On n'aime plus pour se sentir exister, on aime parce qu'on choisit d'aimer. Et cette différence, elle change tout dans la qualité de la relation. Un parent qui a appris à se détacher émotionnellement de son enfant adulte ne le contrôle plus. Il lui fait confiance. Il le respecte dans ses choix, même quand il ne les comprend pas, même quand ils lui font peur.
Il reste disponible sans être envahissant, présent sans être possessif. Et cet enfant, il le ressent, il se détend. Il n'a plus besoin de mettre de la distance pour se protéger. Il peut, pour la première fois, se rapprocher librement. C'est la grande ironie du détachement. On croit que lâcher prise va éloigner les autres. Et souvent, c'est exactement le contraire qui se produit. Mais pour arriver là, il y a un troisième outil, peut-être le plus difficile de tous. Christophe André l'appelle le travail sur les croyances fondamentales. Voilà ce que c'est. Derrière chaque comportement de dépendance affective, derrière chaque incapacité à se détacher, il y a une croyance, une conviction profonde, souvent inconsciente, sur soi-même ou sur le monde. Des croyances comme « si l'autre n'est pas content de moi, c'est que je ne vaux rien » ou « si je ne suis pas toujours disponible, on finira par me quitter ». Ou encore « mes émotions sont trop intenses, elles vont faire fuir les autres si je les montre, donc je dois les contrôler en contrôlant la situation ». Ces croyances ne sont pas des vérités. Ce sont des histoires que l'on se raconte souvent depuis l'enfance et que l'on a répétées si souvent qu'elles semblent être des faits objectifs. Le travail sur les croyances fondamentales consiste à commencer à les questionner. Pas à les combattre frontalement, parce que ça ne marche pas. Le cerveau, mis en face d'une contradiction directe avec une croyance profonde, la renforce plutôt qu'il ne l'abandonne. Non. Il s'agit de les examiner avec curiosité, de se demander « D'où vient cette conviction ? Quand est-ce que je l'ai apprise ? Est-ce qu'il y a des preuves du contraire dans ma vie réelle ? » Et souvent, quand on commence à chercher honnêtement, on trouve des moments où l'on a été imparfait et où l'autre est resté. On trouve des moments où l'on a dit non et où la relation a survécu, parfois même s'est renforcée. On trouve des preuves que la croyance n'est pas universelle. Ce processus prend du temps. Il se fait idéalement avec un thérapeute. Mais il peut aussi commencer seul, avec un journal, en posant par écrit la question « Est-ce que je crois vraiment ça, parce que c'est vrai, ou parce que j'ai eu peur depuis longtemps ?» Voici maintenant le quatrième outil. Il vient directement des pratiques contemplatives que Christophe André a explorées et intégrées dans sa pratique clinique. C'est ce qu'il appelle la méditation de la frontière. Voilà de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes qui souffrent de dépendance affective ont perdu ou n'ont jamais vraiment développé ce que les psychologues appellent les frontières du moi, les limites saines entre soi et l'autre. Elles ressentent les émotions de l'autre comme si c'était les leurs. Elles portent les problèmes de l'autre comme si c'était les leurs. Elles ne savent plus distinguer leur propre douleur de la douleur de l'autre. La méditation de la frontière est une pratique simple qui peut être faite le soir, avant de dormir, ou le matin en se réveillant pendant environ 5 minutes. On s'assoit confortablement, on ferme les yeux et on visualise une lumière douce autour de soi. Une lumière qui délimite l'espace qui est le sien. Pas comme un mur, pas comme une barrière défensive, mais comme une membrane vivante, poreuse, qui laisse entrer l'amour et la connexion, mais qui filtre ce qui ne lui appartient pas. On peut alors penser aux personnes de sa vie et se dire, pour chacune d'elles, je t'aime et tu as ta propre vie. Tes émotions t'appartiennent. Je suis là pour toi, mais je ne suis pas toi. Cette pratique peut sembler très simple, presque naïve. Mais Christophe André a constaté dans sa pratique que les patients qui la font régulièrement pendant 3 semaines rapportent une diminution significative de la fatigue émotionnelle chronique, parce qu'ils cessent de porter ce qui ne leur appartient pas. Et ça, c'est une économie d'énergie considérable. Il y a un 5e outil, et il est peut-être le plus contre-intuitif. Christophe André l'appelle l'éloge de la déception acceptée. Voilà de quoi il s'agit. Une grande partie de la souffrance liée à l'attachement émotionnel vient de la résistance à la déception. On refuse d'accepter que l'autre ne soit pas ce qu'on espère. On refuse d'accepter qu'il ne change pas, qu'il ne comprend pas, qu'il ne donne pas ce dont on a besoin. Et cette résistance, cette non-acceptation, coûte infiniment plus d'énergie que la déception elle-même.
La déception acceptée, c'est quelque chose d'étrange et de libérateur à la fois. C'est le moment où l'on dit, intérieurement, en reconnaissant une réalité parfois difficile, oui, c'est comme ça, pas comme j'aurais voulu, pas comme j'aurais espéré, mais comme ça, et je peux vivre avec ça. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Et la lucidité dans le travail émotionnel est toujours plus économe en énergie que l'espoir mal placé. Voici comment pratiquer cela. Quand on se trouve dans une situation de déception répétée avec quelqu'un, on peut s'accorder un moment de solitude, de silence, et se poser cette question honnêtement. Est-ce que j'attends de cette personne quelque chose qu'elle n'est probablement pas capable de me donner? Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est elle, avec ses limites, ses peurs, ses manques, comme tout le monde. Et si la réponse est oui, alors on peut commencer le travail de deuil sain. Un deuil, non pas de la personne, mais de l'image qu'on avait de cette personne, de l'espoir qu'elle serait différente. Et ce deuil, fait consciemment, avec bienveillance envers soi-même, est l'un des actes les plus libérateurs qu'un être humain puisse accomplir. Revenons un instant à Marguerite, parce que son histoire n'est pas finie. Marguerite a travaillé pendant plusieurs mois, elle a appris à observer ses émotions sans s'y fondre. Elle a commencé à reconnaître ses croyances fondamentales sur la valeur conditionnelle. Elle a pratiqué l'ancrage dans le présent. Elle a appris à poser des frontières douces mais claires avec sa fille. Et puis un jour, quelque chose s'est passé. Sa fille l'a appelée pour annuler un repas prévu depuis 2 semaines, sans vraiment d'explication. Juste, j'ai autre chose, maman, on reporte. L'ancienne Marguerite aurait passé la nuit à se demander ce qu'elle avait fait de travers. Elle aurait envoyé 3 messages pour vérifier que tout allait bien. Elle aurait peut-être pleuré en silence dans sa cuisine qui sentait le pain grillé et le café de trop. La Marguerite qui avait travaillé sur elle-même a ressenti une légère déception, une légère tristesse. Elle ne l'a pas nié, elle ne l'a pas chassé. Elle a dit à voix haute dans son appartement « C'est dommage. J'aurais aimé la voir. » Et puis elle a posé son téléphone et elle a continué sa journée. C'est tout. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, mais c'est une révolution. Parce que dans cette petite action apparemment banale, Marguerite a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a choisi son propre équilibre émotionnel plutôt que de le laisser être décidé par le comportement de sa fille. Elle a exercé sa liberté intérieure, pour peut-être la première fois. Et quand Christophe André lui a demandé comment elle s'était sentie après, elle a réfléchi un moment et elle a dit quelque chose de très beau. « J'ai eu l'impression de me retrouver, se retrouver. » Quelle expression juste! Parce que c'est exactement ce que fait le détachement émotionnel lorsqu'il est bien pratiqué. Il ne sépare pas de l'autre, il ramène à soi. Voici maintenant quelque chose d'important sur la dimension relationnelle de tout cela. Parce qu'il serait incomplet de ne parler que de soi, sans parler de ce que le détachement change dans les relations. Quand on commence à se détacher émotionnellement, au sens sain du terme, les relations changent, inévitablement. Et ce changement peut d'abord être déstabilisant pour soi et pour l'autre. L'autre, qui était habitué à une certaine réactivité, à une certaine disponibilité inconditionnelle, à une certaine capacité à être rendu responsable de votre état émotionnel, va peut-être réagir. Il peut se sentir désorienté. Il peut, parfois, tester cette nouvelle posture en insistant davantage, en demandant plus, en cherchant à retrouver la réactivité d'avant. Il est important de l'anticiper et de ne pas interpréter ce comportement comme une preuve que le détachement est une erreur. C'est au contraire souvent la preuve que ça fonctionne, que quelque chose change vraiment dans la dynamique relationnelle. Et avec le temps, quelque chose d'autre se produit. Les relations qui peuvent évoluer évoluent. Elles deviennent plus équilibrées, plus respectueuses, plus vivantes. Parce qu'elles ne reposent plus sur le besoin, mais sur le choix. Et les relations qui ne peuvent pas évoluer, celles qui n'existaient que sur la base de votre disponibilité inconditionnelle et de votre incapacité à dire non, celles-là peuvent s'éloigner. Et c'est aussi une forme de santé. Ce n'est pas facile à entendre.
Mais c'est une vérité que Christophe André a vu se confirmer des dizaines de fois. Parfois, le prix à payer pour retrouver sa liberté émotionnelle est la perte de certains liens. Et le paradoxe, c'est que ce deuil-là, même s'il est douloureux, est souvent vécu comme un soulagement. Voici maintenant le 6e outil, et l'un des plus puissants. Christophe André l'appelle la reconstruction de l'intériorité. Voilà ce que cela signifie. Une des raisons profondes pour lesquelles on s'accroche émotionnellement aux autres, c'est qu'on n'a pas développé une vie intérieure suffisamment riche pour exister sans eux. On n'a pas appris à se tenir compagnie, à trouver du sens dans la solitude, à se nourrir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. La reconstruction de l'intériorité, c'est un travail de longue haleine qui consiste à redécouvrir ce que Christophe André appelle ses sources intérieures, ce qui vous nourrit vraiment, pas ce qui vous divertit, pas ce qui vous distrait, ce qui vous nourrit. Ce peut être la nature, la marche lente dans une forêt qui sent l'humus et la mousse humide après la pluie. Ce peut être la lecture, pas pour s'informer, mais pour se perdre dans une pensée plus grande que soi. Ce peut être la musique, la cuisine, la peinture, la méditation, la prière, l'écriture. Ce qui importe, ce n'est pas le contenu de ces sources, c'est qu'elles existent, qu'elles soient là, disponibles, fiables, indépendantes du comportement de l'autre. Et voici ce que la recherche en psychologie positive a montré. Les personnes qui ont développé des sources de satisfaction intérieure indépendantes des relations présentent une résilience émotionnelle significativement plus élevée. Elles récupèrent plus vite après les déceptions. Elles sont moins vulnérables au comportement des autres. Elles vivent objectivement avec moins de souffrance chronique. Alors la question concrète, quelle est votre source intérieure, celle que vous aviez peut-être avant, et que vous avez abandonnée progressivement parce que les obligations relationnelles ont tout envahi? Est-ce qu'elle est encore là, quelque part, en attente? Voici maintenant quelque chose que beaucoup de personnes n'osent pas s'admettre. Il y a une forme de confort dans la souffrance liée à l'attachement. Un confort paradoxal, mais réel. Tant qu'on souffre de l'autre, on lui reste attaché. Et tant qu'on lui reste attaché, on existe dans la relation, même douloureusement. Et parfois, inconsciemment, la souffrance est préférable au vide qu'on imagine derrière le détachement. C'est ce que les psychologues appellent le bénéfice secondaire de la souffrance. Et le reconnaître, avec honnêteté et sans jugement, est l'une des étapes les plus courageuses du chemin vers le détachement. Parce que se détacher vraiment, c'est aussi accepter d'entrer dans un espace inconnu. L'espace de soi sans l'autre. Et cet espace, au début, peut sembler vide, froid, silencieux d'une façon qui peut être presque effrayante, comme le silence d'une pièce dont on vient de fermer une grande fenêtre après des années. Mais avec le temps, et Christophe André l'a vu maintes et maintes fois, cet espace qui semblait vide commence à se peupler, de soi-même, de sa propre présence, de ses propres pensées, de ses propres désirs, de sa propre voix intérieure, qui était là depuis toujours, mais qu'on n'entendait plus à cause du bruit permanent des attentes et des réactions des autres. Et voilà peut-être la vérité la plus profonde de tout ce parcours. Le détachement émotionnel ne vous éloigne pas de la vie. Il vous ramène à vous-même. Et c'est depuis ce retour à soi-même, depuis cette présence à soi, que les vraies relations, les relations libres, choisies, profondes, peuvent enfin commencer. Voici maintenant un 7e outil que Christophe André appelle la pratique de la gratitude désintéressée. Non pas la gratitude comme exercice de pensée positive, cette forme un peu superficielle que l'on voit parfois présentée dans les magazines de bien-être, mais une gratitude plus profonde, plus philosophique, plus contemplative. Cette pratique consiste chaque soir à identifier une chose, une seule, qui a eu de la valeur dans la journée. Pas parce que quelqu'un l'a approuvée, pas parce que quelqu'un l'a remarquée, mais simplement parce qu'elle a existé. La lumière de l'après-midi à travers une fenêtre, une tasse de thé bu en silence. Un moment de paix dans le jardin où l'herbe sentait encore la rosée du matin.
La sensation d'avoir fait quelque chose d'utile, pas pour être remercié, mais parce que c'était bien. Cette pratique, apparemment simple, fait quelque chose de très précis dans le cerveau. Elle entraîne progressivement le système de récompense à trouver de la satisfaction dans des sources qui ne dépendent pas de l'autre. Elle recalibre, lentement mais sûrement, l'étalon du bonheur vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Et après quelques semaines de pratique régulière, les patients de Christophe André rapportent quelque chose d'intéressant. Non seulement ils souffrent moins des déceptions relationnelles, mais ils commencent à ressentir quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Quelque chose qu'on pourrait appeler une joie tranquille. Pas l'euphorie, pas l'excitation, mais cette satisfaction douce et stable de quelqu'un qui se sent enfin chez soi. Il faut parler maintenant de quelque chose que l'on évite souvent dans les discussions sur le détachement émotionnel, la culpabilité. Parce que pour beaucoup de personnes, surtout pour les femmes d'une certaine génération, qui ont été élevées dans l'idée que leur rôle était de donner, de prendre soin, d'être là pour les autres, le simple fait de commencer à se détacher, à poser des limites, à exister pour soi-même, génère une culpabilité massive. Une culpabilité qui peut se manifester physiquement, cette chaleur désagréable dans la poitrine, cette agitation qui empêche de s'endormir, ce sentiment sourd d'être une mauvaise personne. Et Christophe André veut être très clair là-dessus. Cette culpabilité est compréhensible, elle est humaine, elle mérite d'être écoutée, non pas obéie, mais écoutée. Parce qu'elle vient souvent d'un lieu sincère, d'une valeur réelle, le soin de l'autre, qui a simplement été poussé trop loin jusqu'à l'oubli de soi. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition préalable à prendre soin de l'autre de façon durable. Vous n'êtes pas utile à vos proches quand vous êtes épuisé. Vous n'êtes pas un soutien pour vos enfants quand vous êtes en état de réactivité émotionnelle permanente. Vous n'êtes pas une présence aimante pour votre partenaire quand vous fonctionnez à vide depuis des années. Le détachement émotionnel, bien pratiqué, vous rend meilleur. Meilleur mère, meilleur ami, meilleur en tout. Parce qu'il vous rend présente à vous-même. Et c'est depuis cette présence à soi-même que la vraie présence à l'autre devient possible. Il y a une dernière chose que Christophe André souhaite partager. Une chose qui synthétise d'une certaine façon tout ce parcours. Le détachement émotionnel est souvent présenté comme quelque chose à faire, une technique, un exercice, une compétence à développer. Et tout ce qui a été décrit jusqu'ici est vrai. Ce sont des outils réels et efficaces. Mais au fond, le détachement émotionnel est surtout quelque chose à être, une façon d'habiter sa vie. Une posture fondamentale face à l'existence, celle de quelqu'un qui reconnaît que tout est impermanent, que les émotions passent, que les gens changent, que les relations évoluent, que les situations se transforment, et que s'accrocher à ce qui change comme si c'était permanent est la source de la grande majorité de la souffrance humaine. Les traditions contemplatives, bouddhistes, stoïciennes, chrétiennes mystiques, toutes, à leur façon, ont dit la même chose. La souffrance vient de l'attachement à ce qui est, par nature, transitoire. Et la liberté commence dans la reconnaissance de cette impermanence. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Et dans cette lucidité, il y a une beauté particulière. La beauté des choses précisément parce qu'elles passent. La beauté d'un moment avec quelqu'un que l'on aime précisément parce qu'on sait que ce moment est unique et ne reviendra pas. La beauté d'une relation qui existe maintenant sans exiger qu'elle dure pour toujours. Vivre ainsi, c'est vivre avec une sorte de légèreté grave. Une légèreté qui n'est pas légèreté de l'esprit, mais légèreté du cœur. Un cœur qui s'ouvre pleinement à ce qui est, sans s'y cramponner, sans en faire une condition de sa survie. Et voilà peut-être ce que Christophe André a tenté de transmettre tout au long de ce parcours. Pas une technique, pas une formule, mais une invitation. Une invitation à commencer à regarder votre propre fonctionnement émotionnel avec la curiosité douce d'un explorateur. À reconnaître, sans jugement, les endroits où vous vous accrochez, les personnes dont vous dépendez émotionnellement, les croyances qui alimentent cette dépendance, et à commencer tout doucement
à desserrer ce grip, à laisser un peu d'espace entre vous et vos émotions, entre vous et l'autre, entre vous et l'image que vous avez de vous-même. Parce que dans cet espace, dans ce souffle minuscule entre soi et ce à quoi on s'accroche, c'est là que la liberté commence. C'est là que la vraie vie commence. Et maintenant, voici la chose la plus importante à comprendre, celle qui a été annoncée au tout début. Ce que Christophe André a observé au fil de ses années de pratique et qui change fondamentalement la façon dont on comprend la souffrance affective. Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, ce n'est jamais l'amour. C'est la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être suffisant, la peur de ne pas être aimé, et cette peur, contrairement à l'amour, elle se nourrit de l'attachement. Elle grandit dans le contrôle, elle se renforce dans la dépendance. Quand on commence à travailler sur le détachement émotionnel, on ne travaille pas sur l'amour, on travaille sur la peur. On apprend à reconnaître la peur pour ce qu'elle est. Une réaction ancienne, souvent légitime dans son origine, mais devenue inadaptée dans le présent. Et on apprend progressivement à la laisser exister sans la laisser décider. Et quand la peur cesse de décider, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'amour, libéré de la peur, devient autre chose. Il devient plus léger, plus généreux, plus libre. Il cesse d'être une transaction, une négociation, un besoin à combler. Il devient ce qu'il est dans sa nature la plus pure, un don, offert librement, sans condition, sans attente de retour. Et cet amour-là, cet amour libre, cet amour qui n'a plus besoin de l'autre pour exister, cet amour est peut-être la chose la plus belle à laquelle un être humain puisse aspirer. Alors voilà. Voilà ce que Christophe André voulait partager. Pas une promesse de bonheur facile, pas une technique miracle, mais un chemin exigeant, parfois inconfortable, toujours honnête. Un chemin qui demande du courage, de la patience et surtout une forme de tendresse envers soi-même que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais vraiment appris à cultiver. Mais c'est un chemin qui mène quelque part de réel, quelque part où la souffrance n'a plus le dernier mot, quelque part où l'on peut enfin respirer, pleinement, librement, dans sa propre vie comme dans sa propre maison. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Jamais. Que l'on ait 40 ans ou 65 ans, que l'on soit au début d'une crise ou au fond d'un épuisement. Que l'on ait tout essayé ou que l'on commence à peine à se poser des questions. Le premier pas est toujours le même. Poser la question, honnêtement, sans se défendre, sans se justifier. Juste, est-ce que je suis libre émotionnellement ? Est-ce que je suis vraiment libre ? Si la réponse est non, ou peut-être, ou je ne sais pas, alors ce chemin est là, et il commence maintenant. Et si quelque chose dans ce qui a été partagé aujourd'hui a résonné, si une phrase, une image, une idée a touché quelque chose en vous, prenez un moment pour le partager dans les commentaires. Dites ce que vous avez ressenti, ce qui vous a parlé, ce avec quoi vous vous débattez. Cette communauté est un espace de parole bienveillante. Et parfois, mettre des mots sur ce que l'on ressent est déjà un premier pas vers la liberté. Et si vous souhaitez continuer ce chemin, si vous voulez que ces réflexions fassent partie de votre quotidien, l'abonnement est là. Discret, simple, comme un rendez-vous régulier avec vous-même. Parce que vous méritez ce temps, vous méritez cette attention. Vous méritez, enfin, de vous choisir.